Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers sombre et torturé de Hellraiser le Pacte. Et pour cette critique, j'ai le plaisir, ou plutôt l'effroi, de recevoir un invité très spécial, le célèbre Pinhead. Ravi d'être ici, pour retrouver de bonnes âmes torturées. Une œuvre si délicieusement imparfaite qu'elle mérite d'être disséquée lentement. C'est un cadre parfait pour parler de chaînes, de chair et de pactes impossibles à rompre. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà une vue. Alors n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou à me laisser vos commentaires. Chaque interaction compte, même celle venue d'un autre monde. C'est en 1987, alors que le cinéma d'horreur commence à s'essouffler sous le poids des slashers et des monstres recyclés, que Hellraiser le Pacte surgit comme une anomalie. Le réalisateur ne propose ni tueurs masqués ni créatures mutantes, mais invoque des démons venus tout droit des enfers, les Cénobites. Les slashers se répètent, les monstres se ressemblent et le genre semble s'essouffler, mais Hellraiser ose déranger. Il réinvente le genre avec ses démons, ses thématiques, une esthétique infernale, une mythologie radicale. Ce n'est pas juste un film qui fait peur, c'est une œuvre qui bouscule le genre. Et c'est cette audace qui en fait un tournant précieux dans l'histoire du cinéma d'horreur à cette époque. C'est le choc dont le genre avait besoin. Cher Pinhead, pour nos spectateurs qui ne seraient pas familiers avec votre univers, pouvez-vous nous expliquer, simplement, ce qu'est un cénobite? À l'origine, le cénobite était un moine retiré du monde, vivant dans l'ombre. Mais certains ont franchi les limites. Des plaisirs inversés, des pratiques contraires. Moi, je suis un cénobite, mais je ne suis pas au même étage. Il priait dans la pénombre, nous opérons dans l'abîme. Et comment on devient un cénobite, comme vous? C'est une question pertinente. D'abord, il faut ouvrir le cube. Pas simplement le toucher, mais le résoudre, l'invoquer. Alors, le seuil s'ouvre. Dans Hellraiser 2 les écorchés, vous verrez ce que devient la chair quand elle abandonne l'âme. Dans Hellraiser 3 Helloners, vous me découvrirez avant la transformation, avant le pacte. Dans Hellraiser 11, 2022, la création d'un cénobite, lente, douloureuse, irrévocable. Et parfois, j'en crée moi-même. Dans Hellraiser 3 Helloners, et dans Hellraiser 4 Bloodline. Je façonne, je sculpte, ce sont des instants d'épouvante, mais aussi de révélation. Clive Barker, figure incontournable de l'horreur britannique, s'est fait connaître dans les années 80 avec ses romans Books of Blood. Mais c'est avec The Hellbonders, publié en 1986, qu'il pose les bases de ce qui deviendra Hellraiser. Ce roman court, traduit en français sous le titre Le cœur lié à l'enfer, développe les thèmes que le film reprendra fidèlement, la quête de plaisir, la transgression et l'arrivée des cénobites comme réponse à un désir trop profond. Et c'est tout naturellement que Clive Barker décidera de réaliser lui-même l'adaptation cinématographique. Hellraiser le Pacte marque ainsi sa première réalisation, et quelle entrée en matière, radicale, stylisée, viscérale. Barker impose dès ce premier film une vision singulière, où l'horreur n'est jamais gratuite, mais toujours liée à une pulsion, une faille, une obsession. Tourné en Angleterre avec un budget modeste d'1 million de livres sterling, Hellraiser le Pacte repose sur une production ingénieuse et resserrée. Clive Barker,
alors novice en réalisation, s'entoure d'une équipe britannique. Bob Keane, spécialiste des effets spéciaux, donne corps à l'univers du latex, des démons et des crochets. Christopher Young signe une partition orchestrale mêlant atmosphère glacée et envolée baroque. Son score, à la fois sinistre et élégant, renforce le mystère de la boîte et la dimension rituelle du récit. Et enfin Clive Barker choisit des acteurs principalement issus du théâtre. Avec un budget dérisoire d'1 million, Hellraiser le Pacte génère près de 15 millions sur le sol américain et un peu plus de 20 millions à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais c'est un succès financier indiscutable car le rapport coût-gain est spectaculaire. En France, il attire plus de 310 000 spectateurs en salle, preuve d'un intérêt réel malgré son statut marginal. Et ce n'est que le début. Les ventes de cassettes vidéo, les locations en vidéoclub, les rediffusions nocturnes, tout contribue à prolonger sa présence, à l'ancrer dans les mémoires. Ce succès modeste, presque discret, se révélera fondamental. Une décennie plus tard, Hellraiser est devenu un film culte et un incontournable du genre. Une porte d'entrée vers un cinéma de l'excès, du pacte et de la souffrance ritualisée. Malgré son budget modeste, Hellraiser le Pacte ne passe pas inaperçu. Il est nommé aux Saturn Awards en 1986 dans 3 catégories, meilleur film d'horreur, meilleure musique et meilleur maquillage, des nominations qui saluent son audace formelle et son atmosphère singulière. 2 ans plus tard, il reçoit le Grand Prix de la peur au Festival d'Avoriaz et le prix de la critique au Fantasporto, confirmant son statut d'œuvre marquante. Ce n'est pas un flot de trophées, mais c'est suffisant pour inscrire le film dans une trajectoire culte, celle des œuvres qui dérangent, qui divisent, mais qui s'imposent avec le temps. Hellraiser le Pacte est un film d'horreur. Indépendant, presque un film d'exploitation. Un film anglais, tourné en Angleterre, qui mêle horreur corporelle, frisson surnaturel et un soupçon de thriller. Son univers est ouvertement fantastique, imprégné d'un gore frontal qui lui vaudra les foudres de la censure. Mais derrière les chaînes et les déchirures, c'est surtout un film sur les relations entre les personnages. Un père, sa femme, son frère et sa fille issue d'un premier mariage. Le cœur du récit, c'est l'adultère et la résurrection. Le film flirte avec l'occulte, notamment à travers un artefact en forme de cube, la lamante configuration, qui agit comme déclencheur. Il convoque des figures rituelles, des mécanismes de hantise et une tension sexuelle omniprésente, à la fois implicite et frontale. La maison elle-même devient un espace contaminé, hanté par les désirs, les pactes et les corps en transformation. Cher Pinède, expliquez-moi comment fonctionne ce cube. Et surtout, à quoi il sert vraiment? Le cube n'est pas un objet, c'est une porte, un appel, un pacte. Il fonctionne quand le désir dépasse la prudence, quand la souffrance devient une offrande. Il sert à franchir, à découvrir ce que vous n'auriez jamais dû chercher. Ce n'est pas un jouet, c'est une clé, et chaque clé ouvre une vérité. Mais, le mécanisme, dites-moi comment il fonctionne. Vous voulez comprendre son fonctionnement. Il ne répond pas à la logique, il répond à l'intention, à l'obsession. Chaque mouvement est une question, chaque alignement, une offrande. Et toute sa magie noire, toute sa puissance occulte, est révélée dans Hellraiser 4 Bloodline. Là où le cube prend forme, là où son origine est dévoilée, là où l'enfer s'organise. Le cube est ouvert, le mythe est en place. Maintenant, fini les préliminaires, place à la critique. Ce que le film ose, ce qu'il tente,
ce qu'il cherche à nous offrir. Hellraiser le Pacte s'ouvre sur un générique long, porté par un thème musical puissant, démoniaque, parfaitement accordé au genre. Dès les premières secondes, le film installe une atmosphère intense. Un aventurier, en quête d'un cube mystérieux, explore les bas-fonds d'une ville lointaine. La cérémonie du cube, brève mais marquante, propulse le spectateur dans un univers occulte où l'esthétique semble déjà maîtrisée. Puis survient ce qui fait tout le charme du film, une première transition radicale, le choc est immédiat. Rien ne semble laissé au hasard, même si tout paraît confus et brutal. On assiste impuissant à un carnage, en présence de créatures sans explication ni dialogue. Le film ne cherche pas à rassurer. Il impose son rythme, sa logique et sa violence. Une autre rupture suit, avec l'arrivée d'un couple dans une maison à l'ambiance trouble. Cette nouvelle séquence agit comme une liaison avec l'interlude. L'ambiance reste insoutenable, et l'introduction de la fille dans ce contexte sombre renforce le malaise. L'histoire progresse vite, les dialogues sont sérieux. La femme du couple intrigue, elle entretenait une relation trouble avec le frère de son mari, dans une atmosphère adulte, ponctuée de flashbacks malsains qui dévoilent les détails de leur passé. Entre-temps, le mari se blesse en déménageant. Il incarne le mari faible, incapable de supporter la vue de son propre sang. Sa femme, elle, reste hantée par ses souvenirs. Dans le grenier, le sang absorbé par le parquet déclenche une scène culte, le retour à la vie de l'aventurier. Une transition radicale nous fait basculer dans une dimension encore plus violente. Le film se resserre autour de la maison, ce qui limite son souffle visuel. La rencontre entre la femme et le revenant fait monter la tension. La créature est abominable, et le sang devient une nécessité. Le récit se recentre sur la fille, en enchaînant des scènes étranges. Des extérieurs apparaissent enfin, permettant de trouver des victimes. La créature évolue, la violence augmente. L'intrigue désoriente par son aspect réaliste et son ambiance malsaine, renforcée par des dialogues froids et distants. Après le premier repas de la créature, on plonge dans un délire violent. Tu vois, je commence à me reconstituer, annonce la montée en puissance. La créature craint les Cénobites, figure de l'ordre infernal. La fille reste aux prises avec l'étrange, tandis que les victimes se multiplient. La réapparition du cube accélère le récit, qui commence à éclairer les zones d'ombre de la première cérémonie. On passe de la violence malsaine aux images chocs. Le mari, toujours parfait en loser, reste spectateur. Une transition familiale précède le sacrifice d'une victime dans une scène macabre pleine de rebondissements. La créature, désormais plus forte, se fait voler le cube, laissant présager le retour des démons. Le décor reste figé dans la maison, concentré sur des personnages immondes et des éléments de pure violence. Le monde étrange de la fille lance le dénouement. Les Cénobites réapparaissent, superbes, pour donner son titre au film Le Pacte. L'ouverture dans le mur, les dialogues fascinants des créatures de l'enfer, et leur chef impitoyable marquent l'apogée. Le final, long et confus, atteint une intensité extrême. Une boucle infernale qui clôt le film dans un chaos maîtrisé, entre horreur rituelle et délire visuel. En conclusion, Hellraiser le Pacte est un film qui ne se contente pas de choquer. Il interroge sur le désir, la douleur, la transgression et les limites que l'on croit infranchissables. C'est une œuvre qui fait réfléchir, mais qui étonne toujours, de façon positive, celui qui ose tenter l'aventure. Un film qui dérange,
qui fascine et qui reste gravé dans la mémoire. Le film évoque une certaine nostalgie avec un format qui reste marqué par son époque. Mais derrière ses limites, décors restreints, narration parfois chaotique, se déploie une vision d'auteur puissante, une esthétique d'image saisissante et une sensation de démon tout simplement grandiose. C'est un cinéma de l'excès, mais aussi de la précision, une horreur rituelle, presque mystique. Et pour tout cela, pour son audace, pour ses images, pour son atmosphère. Et pour mon verdict, je donne la note excellente de 15 sur 20. Et j'avoue qu'en plus, c'est un gros coup de cœur. Voilà, la critique est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez franchi le seuil. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres descentes, d'autres révélations. Et bien sûr, un immense merci à Pinhead pour sa présence glaciale et éclairante. Heureux de vous avoir accompagné. Votre curiosité est admirable et votre souffrance inévitable. Nous nous reverrons. Merci, et à très bientôt.